Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Alain Claes, député maire socialiste de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Il sera question dans cette émission des différents dossiers importants qui concernent les Pictaviens, mais aussi du dossier de la LGV Poitiers-Limoges qui ressurgit, de l'élargissement de Grand Poitiers et de sa place dans la Nouvelle-Aquitaine. Il sera également question de votre bilan de député, puisque vous ne briguez pas un nouveau mandat l'an prochain. Loi sur le non-cumul oblige. Nous avons une petite demi-heure pour parler de tout ça. Alors on commence tout de suite avec votre biographie express signée François Privat. L'une des premières images d'Alain Claes en 1986, avant les élections régionales. Autre cliché, beaucoup plus anecdotique, dans les années 50. Alors élève au lycée Henri IV de Poitiers, il affronte Jean-Pierre Raffarin sur une piste d'athlétisme, comme un prélude au futur joute politique. On apprend tout à Matignon. Député depuis 1997, élu maire de Poitiers en 2008, Alain Claes a impulsé la rénovation du cœur de ville qui engendre encore aujourd'hui commentaires et débats. Trésorier du Parti socialiste durant près de 10 ans, annoncé plusieurs fois ministre, jamais nommé, Alain Claes est surtout devenu une référence en matière de bioéthique. Le 27 janvier dernier, la loi sur la fin de vie dont il est l'auteur avec le député Les Républicains Jean Leonetti est adoptée par le Parlement français. Alain Claes, la photo de vous avec Jean-Pierre Raffarin, adolescent, ça vous évoque quoi? On n'a pas changé. Si peu. Non, franchement. Non. Un peu de nostalgie, le temps qui passe. Très longtemps. On a toujours eu des rapports cordiaux et j'espère qu'on travaille, malgré nos différences politiques, dans la même direction. Ouais, pourtant, il n'a pas été très tendre, Jean-Pierre Raffarin, avec vous la semaine dernière à l'occasion du Congrès des départements de France. Le sénateur de la Vienne a vertement critiqué l'élargissement de Grand Poitiers vers des communes rurales qui n'ont pas grand-chose à voir avec Poitiers. Selon lui, tout ça pour, dit-il, que l'agglomération obtienne ses 200 000 habitants. Ce à quoi vous avez répondu. La grande différence entre M. Monory et Jean-Pierre Raffarin, c'est que M. Monory a toujours défendu Poitiers. Donc voilà, c'est quand même des petites bagarres fréquentes entre vous et Jean-Pierre Raffarin. Non, mais il faut une certaine émulation, c'est bien. Mais ça choquait un peu les maires, y compris les maires de droite. Je crois que l'intercommunalité, elle a été installée dans la Vienne, à l'unanimité. C'est la seule chance de survie pour le Poitiers? C'est pas une question de survie. C'est la chance pour progresser de Poitiers. Et je crois que droite et gauche, on a eu dans ce département, et je l'ai dit à Jean-Pierre Raffarin, une intelligence collective. Il ne serait pas arrivé seul. Mais moi, je vois qu'avec les 42 maires, de droite ou de gauche, nous y sommes arrivés. Alors, en tout cas, il y en a qui s'inquiètent un petit peu de ce rapprochement de plusieurs villes. Parmi elles, il y a Chauvigny, par exemple. Ils s'inquiètent, certaines, entre les doublons qu'il peut y avoir dans les différents services et les différences de salaire sur le même poste. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer, par exemple, les agents communaux de Chauvigny ou d'ailleurs? Le 15 janvier, je crois que c'est le 15 janvier que s'installera la nouvelle agglomération. Chaque personne qui est employé d'une intercommunalité gardera son statut, ses échelons, ses avantages. Donc il n'y a pas de nivellement par le bas, ça sera par le haut? Il n'y aura pas de nivellement par le bas. Pour vous, quelles sont les frontières de Grand Poitiers maximum? On peut aller encore plus loin ou on va s'arrêter là? Ce n'est pas une question de frontières. Il fallait une taille critique de 100 000 habitants. Nous allons passer en communauté urbaine. Nous serons la seule communauté urbaine à côté de la métropole de Bordeaux dans la Nouvelle-Aquitaine. C'est une bonne chose. En quoi c'est une bonne chose? C'est là où je parlais de survie. Est-ce que c'est pas justement... C'est pas une question de survie. C'est pas une question de survie. Je crois c'est une bonne chose, il y aura de l'argent, il y aura des subsides. Il y a deux façons. Ou on fait une ligne Maginot. Quand on fait une ligne Maginot, on s'enferme, on perd. La chance de Poitiers, et on a tous les atouts pour ça, c'est de passer des alliances. Bien sûr, travailler avec la Nouvelle-Aquitaine, travailler avec Tours, travailler avec Orléans. Et pourquoi nous avons cette chance? Car nous sommes une ville au cœur des flux. La LGV nous dessert remarquablement bien. Le numérique est présent. Je crois qu'on a tous les atouts. Et en plus, on a entre Paris et Bordeaux, et c'est un chef d'entreprise qui me le rappelait, un avantage en termes de foncier et immobilier. Nous sommes un peu low cost, moins cher qu'à Tours, Bordeaux. Poitiers, une ville low cost. Eh oui, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas forcément idiot. 1h30 de Paris, moins d'1 heure de Bordeaux, avec une université, une chance inouïe. 23 000 étudiants, 4 000 étudiants étrangers, des équipements culturels et sports de haut niveau et un logement accessible, ça peut donner des idées d'implantation. Et ça ne vous désole pas de temps en temps de voir que des villes comme La Rochelle se tournent le dos de Poitiers pour aller vers Bordeaux plutôt? Mais La Rochelle est beaucoup plus menacée que nous. Vous savez, quand vous êtes à Jonzac, en Charente-Maritime, vous allez faire vos courses à Bordeaux ou vous allez étudier à Bordeaux. Donc je crois qu'on a une chance
Nous ne la gâchons pas. Et je suis optimiste. Mais il faut travailler. Alors, il faut travailler. Il y en a qui travaillent à Poitiers. Ce sont les étudiants. Il y en a 1000 de plus cette année que l'an dernier. À quoi ce succès est-il dû? Quelles sont les conséquences pour Poitiers? Voyez ce reportage diffusé sur notre antenne le mois dernier. Avec 26 000 étudiants pour 128 000 habitants, Poitiers est la ville universitaire qui compte la plus forte proportion d'étudiants de tout l'Hexagone. Et cette statistique continue de progresser, encore 1000 inscrits de plus cette année. Une forte attractivité de l'Université de Poitiers, tant au niveau des cursus, donc avec beaucoup de disciplines, pluridisciplinarité de l'Université de Poitiers. Il y a tout au long de l'année une dynamique, donc il y a un accompagnement des étudiants, que ce soit les tuteurs, enseignants, étudiants. Et il y a aussi le taux de réussite aux examens, le logement, l'emploi à la sortie des cursus ou l'offre culturelle. Poitiers se classe très bien sur tous ces tableaux. Mais je trouve que c'est logique en soi parce qu'on est beaucoup d'étudiants, on a pas mal de trucs, d'endroits culturels et tout. Donc, Même pour sortir, même l'hiver au final, puisqu'il y a des trucs organisés. Ouais. Il y a la maison des étudiants, ils font des concerts de temps en temps et tout, c'est pas mal. Un seul bémol à les écouter. Les transports, le bus, je trouve que le bus pour aller à la fac est vraiment plein de monde. Parfois on attend le bus et il ne s'arrête pas parce qu'il est trop plein. La ville, en tout cas, a bien conscience de cette richesse et elle met tout en œuvre pour faciliter l'arrivée des étudiants. Avec, pour la 2e année consécutive, YOLO, un mois entier d'animation et une attention particulière aux étudiants étrangers. Notre stratégie, c'est vraiment d'en faire des ambassadeurs de la ville. Faire en sorte que quand leur parcours à Poitiers se passe bien et qu'ils repartent là avec une image positive de notre ville et qu'ils en parlent dans leur pays, à leurs camarades et que voilà, ça donne envie aux autres de venir à Poitiers. Et ça paye puisqu'on a plus d'étudiants internationaux chaque année. Résultat, 4500 étrangers inscrits, 300 de plus que l'an dernier. Poitiers est bien une capitale étudiante et elle le restera. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Alain Claes, député maire de Poitiers. On a bien vu que les transports, c'est ce qu'il faut absolument améliorer. Est-ce que du coup, avec le recul, vous ne dites pas que le tramway entre le campus et le centre-ville serait une bonne chose? Un mot sur les étudiants, le reportage. C'est une chance inouïe pour Poitiers. C'est notre marque de fabrique. Alors je souhaite que le nombre d'étudiants qui est en progression, qui est lié à la démographie, mais à la qualité de l'université, se transforme aussi au niveau des masters, car je crois que le poids de l'université se mesure à travers la recherche. Et je pense que la recherche poitevine est importante. Les transports, nous sommes incapables de financer un tramway. Nous l'avions eu ce débat en 2008. Je crois qu'un tramway, ceux qui se sont lancés dans des villes identiques à la nôtre, c'était pas possible financièrement. Il reste un problème au niveau des transports en commun au niveau de Poitiers, c'est la nuit. Je crois qu'il faut mieux desservir la nuit nos lieux de campus universitaires, nos cités universitaires. Vous savez aussi que beaucoup critiquent le fait que le réseau de bus de Poitiers soit toujours en étoile, que ça aille des quartiers vers le centre-ville et jamais de quartiers périphériques à quartiers périphériques, qui serait un gros avantage pour beaucoup de gens. Il y a eu des modifications. On essaye de mettre des lignes structurantes, mais il faut faire attention. Les lignes structurantes, c'est bien pratique, mais il faut continuer à irriguer l'ensemble des quartiers. Car pour des personnes âgées, parfois, de faire 300 ou 400 mètres pour une ligne de bus, ça peut poser problème. Ça veut dire quoi, des lignes structurantes? Les lignes structurantes, c'est prendre la ligne où le plus grand nombre de voyageurs figure. Donc, par exemple, centre-ville, Futuroscope. Voilà une ligne structurante. Mais il faut être capable de l'irriguer. Donc vous réfléchissez là-dessus, sur la nouvelle disposition des réseaux. Je voudrais dire quelque chose dans tous les classements, concernant le bien-vivre dans les villes. Poitiers, pour les étudiants, est toujours dans les 3 ou 4 premiers. Le problème, par contre, des étudiants, c'est qu'ils ne restent pas à Poitiers. Ils s'en vont une fois qu'ils ont fini leurs études. J'imagine que vous avez envie que mais vous n'avez pas envie que les étudiants restent vivre à Poitiers. Mais c'est fini, ce slogan. Reviennent en tout cas un jour vivre à Poitiers. Travailler et vivre au pays, c'était un slogan, un beau slogan à l'époque du Parti communiste. C'est bon pour les impôts, c'est bon pour les subsides publics. Il faut qu'un étudiant, c'est vrai pour la France comme pour Poitiers, fasse ses études, aille goûter des laboratoires étrangers, aux États-Unis, en Chine, au Japon, puissent revenir, ils reviendront avec une valeur ajoutée. Ils reviendront pour quoi faire? Ils sont des ambassadeurs. Non, moi je crois que c'est une chance aujourd'hui que nos étudiants quittent la ville pour aller ailleurs et ils reviennent pour apporter leur plus-value. Allez, j'ai une image à vous montrer. Elle a fait l'actualité cette semaine, une affiche par laquelle le scandale a éclaté, l'affiche municipale contre la venue des migrants dans la ville de Béziers, dont le maire est Robert Ménard, proche du Front National. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette affiche? Haut de cœur.
C'est dégueulasse. On est un pays d'accueil. Laurent Fabius était là lundi soir. Il a expliqué les défis de la transition énergétique et du réchauffement de la planète. Ce n'est pas quelques milliers de migrants auxquels nous aurons à faire face dans quelques années si on n'est pas capable de régler cette transition énergétique. C'est des millions et des millions. Soyons à la hauteur qu'une ville ose faire cela. Moi, pour Poitiers, j'ai une réponse. Poitiers, on est rempli d'humanité grâce à notre université. On doit être capable d'accueillir. Alors justement, mais Poitiers, Poitiers est une ville qui accueille les migrants depuis plusieurs mois. Quel bilan faites-vous de cette politique au centre, par exemple, d'accueil de la Chauvinerie à Poitiers? Écoutez, la Chauvinerie, c'est un... Il y a un an, le 11 novembre 2015, 33 d'entre eux arrivés. Il y a eu des appréhensions, ce qui était normal. On a été les accueillir avec la préfète, je me souviens. On a été organiser un apéritif, l'association. Je n'entends plus parler. Aujourd'hui, les migrants se sont parfaitement intégrés. Ils montent leur dossier de droit d'asile. Il y a un turnover. Ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est qu'il y a un turnover dans l'accueil des migrants. Sur les 33 qui sont arrivés il y a un an, il n'y en a plus que 9. Mais il faut être clair. À Poitiers. Il faut être clair et il faut être capable de le dire. On doit accueillir, mais on doit savoir intégrer. Il n'est pas question de faire des chiffres. Il faut intégrer, c'est-à-dire connaissance de la langue, intégration dans l'école. Je crois que c'est tout ce travail qu'il faut faire. Est-ce que les locaux de l'AFPA à Chasseneuil-du-Poitou, inoccupés depuis des années, vont-ils accueillir les nouveaux migrants ou réfugiés dans un centre provisoire d'hébergement? Je crois que c'est un travail qui est en cours actuellement de réflexion. Il y a eu Mignalou qui est en voie d'accueillir des migrants. Vous, en tant que président du Grand Poitiers, vous y êtes favorable? Oui, mais dans un souci d'équilibre. Il ne faut pas concentrer dans le même quartier toutes les difficultés. Il y a donc Mignalou, il y en aura 16, c'est ça? Pardon? À Mignalou, 16 migrants vont être accueillis. Oui, c'est très bien, mais il faut être capable de scolariser les enfants. Et j'en discutais loin de Poitiers, à Kourou, l'autre jour, avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et je lui ai dit, viens voir, et je crois qu'il va venir à Poitiers, voir comment on a fait avec les services de l'État, avec les associations. Est-ce que vous en parlez aussi avec des confrères maires de communes socialistes qui ne veulent pas accueillir mais vous savez, il y en a quelques-uns. Très franchement, maires de droite ou de gauche, la plupart des maires font leur travail et sont à la hauteur de leurs responsabilités. Je vous assure que ce n'est pas un problème de clivage politique. Il y a aujourd'hui, par rapport à la lande de Calais, par rapport aux difficultés, que nous fassions un effort. C'est 900 migrants pour la Nouvelle-Aquitaine, 900 migrants. Est-ce qu'on n'est pas capable, sur ce territoire, dans de bonnes conditions, accueillir ces 900 migrants? Autre dossier, il y a aujourd'hui dans certains quartiers populaires de Poitiers des signes de tension. Est-ce que c'est un phénomène qui s'étend ou est-ce que cela est anecdotique? On en parle juste après ce reportage diffusé il y a 2 semaines. Une voiture de police incendiée en plein jour, un délit grave mettant en cause 2 mineurs de 15 ans, une violence difficile à comprendre. Incendie de locaux, caillassage de bus, exactions diverses pour les services de police, il ne s'agit que de cas isolés. On n'est pas dans une explosion de cette délinquance sur Poitiers pour tranquilliser les gens, mais vous avez dans chaque quartier un petit groupuscule de jeunes qui se comptent sur les doigts d'une main, qui parfois entraînent les autres. Je m'en fous de la loi, c'est la réponse d'un des 2 auteurs présumés de l'incendie. Une bravade, une provocation de plus, de la part d'un enfant qui a commis un délit, certes, mais qui n'est qu'un enfant. L'enfant est en danger, il n'est pas dangereux. Si on le perçoit comme dangereux, on fausse le débat et on emprunte des fausses pistes. Et on le stigmatise. Et on va le stigmatiser, on va passer à côté de l'essentiel. Si on veut guérir la maladie en profondeur, il faut repenser l'éducation de l'enfant et l'envisager comme un enfant en danger. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Alain Claes. Est-ce que vous redoutez une augmentation des violences à Poitiers? Non, il ne faut pas stigmatiser comme on disait, mais il faut être très ferme. C'est vrai, la police s'exprime et je voudrais saluer les policiers. Il y a des actes qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois encore à Poitiers. Brûler une voiture de police. Qu'un homme de la police municipale se fasse insulter en lui disant « tu n'es pas chez toi ici ». C'est intolérable. Je ne veux pas que dans ma ville, il y ait des zones de non-droit. Alain Claes, est-ce que ce n'était pas un problème de mixité des quartiers? On voit bien que, par exemple, les couronneries, ça commence à faillir. Ça a été la grande richesse des couronneries. Ça l'est de moins en moins. La mixité joue sûrement un rôle. Mais derrière ces violences, il y a toujours des trafics.
Et je crois qu'il faut démanteler ces trafics. Car si on veut que les équipes de prévention puissent aller auprès des jeunes, faire leur travail, pouvoir les insérer, il ne faut pas que ces jeunes subissent la tentation par un mafieux de dire « tu vas être guetteur dans tel immeuble », tu vas gagner 150 € par semaine, et comme ça, tu seras tranquille. Est-ce que dans ce propos, le maire de 2016 n'est plus celui de 2008 ? Pardon ? Est-ce que vous avez été angélique au tout début de votre... Je ne crois pas, mais j'ai eu des difficultés avec ma majorité. Car la gauche n'a pas toujours su appréhender frontalement ces problèmes de sécurité. Moi, je ne suis pas tout sécuritaire. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Vous avez fait installer 24 caméras de surveillance, de vidéosurveillance en ville pour 350 000 €. Est-ce que après Nice, vous vous dites ça sert vraiment à rien finalement? Oui, mais à Nice, c'est stupide. Dire on va mettre des caméras, ça va régler tout. C'est stupide. Je crois que c'est la prévention, c'est la police sur le terrain, c'est des caméras de protection. Vous savez, vous dites ça sert à rien. L'autre jour, il y a eu une agression forte à proximité du parking de Blossac. Une dame a été agressée. Grâce aux caméras de prévention, on a pu interpeller les auteurs. Justement, dans la prévention, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Mais non, mais il faut... Ça pour régler des problèmes, pour régler des affaires. Il faut tenir tous les bouts de la chaîne. On fait de la prévention. On fait de la répression lorsqu'il est nécessaire. Il faut la police sur le terrain. Il y en aura d'autres caméras davantage ? Pour le moment, non. Pour le moment, on a ciblé les lieux qui devaient être ciblés. Mais je ne le regrette absolument pas. Autre dossier polémique, celui de l'ancien théâtre de Poitiers. Je ne voudrais pas que la sécurité soit polémique. Il n'y a pas de sécurité. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, en tout cas. Il peut y avoir un débat. Mais ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Il ne faut pas instrumentaliser la sécurité. C'est un premier droit. Je crois que nos concitoyens ont besoin de sécurité. Donc, autre dossier polémique, celui de l'ancien théâtre de Poitiers. Là, vraiment, c'est une vraie polémique. Pour faire simple, vous vouliez le vendre, mais le rapporteur public auprès du tribunal administratif de Bordeaux estime que ça s'est fait sans avoir correctement informé les élus de l'opposition municipale et en étant allé trop vite dans le déclassement du théâtre du domaine public. Des conclusions qui ont fait, bien sûr, des heureux les membres du collectif de défense de l'ancien théâtre, à l'instar de Jacques Arfeuillère, qu'on écoute au micro de Luc Barré. Ces conclusions, pour nous, sont importantes, puisque ce que nous demandons depuis le début, c'est l'annulation de la délibération décidant la vente du théâtre historique de Poitiers. Alors pourquoi est-ce qu'on demande cette annulation ? C'est tout simplement parce que nous nous sommes réunis, le collectif de défense de ce théâtre, nous nous sommes réunis autour du projet de le conserver comme une salle de spectacle, d'une part, et d'autre part de le préserver en tant que patrimoine. Et donc cette décision, si elle arrive, va nous permettre de rouvrir ce chantier. Donc nous revenons avec beaucoup d'espoir. Alain Claes, vous prévoyez de tout refaire dans les règles lors d'une délibération au conseil municipal en décembre prochain. Grosso modo, vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre, c'est ça? Je n'ai pas perdu. On vient de gagner. On vient de gagner. C'était quoi l'enjeu? Que j'étais accusé, y compris par Mediapart, que je n'avais pas vendu au bon prix, qu'il y aurait eu une entente, en fait, entre la mairie et l'investisseur. Sur ces deux sujets, qui étaient les sujets de fond de l'association, ils ont perdu au tribunal administratif. Ils vont perdre en appel. Sur le déclassement du théâtre. Ils vont perdre en appel. La seule chose, il y avait une anomalie dans la mairie de Poitiers, pour toutes les délibérations, c'est qu'on ne faisait pas des notes de synthèse. Donc, si c'est ce qualificatif qui est retenu, ça va être très simple. Et vous êtes allé trop vite pour le déclassement du théâtre. Non, ça va être très simple. C'est dans les arrêtés, c'est dans les décisions du rapporteur public. Si il y a cela, on prendra une délibération en décembre, point final. Et je vais vous faire une confidence. Le théâtre, il n'est pas vendu. Il faut suivre les dossiers. M. Arfeuillère ne suit pas le dossier. En tout cas, il y a un dossier que l'on croyait enterré depuis l'annulation du décret d'utilité publique par le Conseil d'État en avril, mais que François Hollande lui-même a remis sous les feux de l'actualité. C'est celui de la ligne LGV entre Poitiers et Limoges. Un projet coûteux et non rentable, ce qui semble ne pas poser de problème au chef de l'État. C'était samedi dernier en Corrèze. Si on fait une infrastructure, c'est pas toujours pour qu'elle soit rentable, précisément. C'est aussi parce qu'elle obéit à une logique d'aménagement du territoire. Donc nous allons reprendre ce sujet, peut-être mieux armer sur le plan financier le dossier, mais nous allons faire en sorte de pouvoir nous prémunir contre une nouvelle annulation, s'il doit y avoir une nouvelle déclaration d'utilité publique. Alain Claes, vous faites partie des partisans de cette ligne LGV. On a quand même l'impression que c'est un peu le feu du prince, non?
Pourquoi le fait du Prince? Parce que cette déclaration d'utilité publique dit non, et puis finalement le politique dit oui, on va y aller quand même. Pas le fait. Moi je vais vous parler très franchement et très clairement. Comment imaginer dans la Nouvelle-Aquitaine une ancienne capitale régionale qui serait complètement enclavée, Limoges, sans relation avec l'axe Paris-Bordeaux? C'est un peu comme le tramway à Poitiers, ça coûte trop cher, on ne peut pas le faire. L'information va tellement vite qu'on oublie. Le Limousin, Toulouse, lorsqu'il a été voté à l'unanimité au Parlement Paris-Bordeaux, ont accepté de financer Paris-Bordeaux, on l'oublie toujours, avec en contrepartie l'engagement de Limoges-Poitiers et la prolongation de Bordeaux. Alors, que ça soit difficile financièrement, je le conçois. Mais je considère, et je crois que le président de la République a raison, des efforts financiers. Je pense que le TGV, ce n'est pas uniquement un problème de concurrence, c'est un élément d'aménagement du territoire. Ça nous ramène au débat que nous avions tout à l'heure. Pourquoi Poitiers a cette chance? Parce qu'elle est au cœur d'un flux, et ce flux dessert Poitiers. Quand on vous dit que la ligne LGV appauvrit les dessertes et donc le territoire, vous comprenez ce raisonnement ou pas? Écoutez, je m'excuse, TGV, si je prends Poitiers, enrichit le territoire. Oui, pour une gare d'arrivée, mais entre Poitiers et Bordeaux, en l'occurrence. Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez parfaitement Poitiers et vous prenez souvent le viaduc. Pourquoi Poitiers, c'est une chance pour la Vienne? Lusignan va rejoindre l'agglomération de Poitiers, très bientôt. Il y a un TER qui fait Lusignan-Poitiers. Allez expliquer aux habitants de Lusignan ou de Rouillé. Le TER est plein le matin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans la gare de Poitiers, ils changent de quai, ils prennent le TGV. C'est vraiment un élément d'aménagement du territoire, sous réserve que le TER et le TGV soient dans la même gare. On a vu François Hollande. Est-ce que le candidat Hollande sera votre choix lors des primaires de janvier 2017? Oui, je souhaite que le président de la République soit candidat. Quand il traite de lâche l'institution judiciaire, ça vous énerve pas? Je regrette les déclarations qu'on lui prête sur l'institution judiciaire. Je regrette profondément, et je le dis d'autant plus facilement que chacun connaît ma fidélité pour le président de la République. Vous allez cesser d'être député en juin prochain, Alain Claes. Quel regard portez-vous sur vos années de parlementaire? Ce n'est pas à moi de le dire. La loi bioéthique? Non, j'ai eu la chance de siéger dans une belle commission, la commission des finances, pendant, ça fera 20 ans. J'étais en charge de la recherche, et je crois que c'est des sujets formidables que j'ai pu suivre, en particulier la bioéthique. J'étais à Kourou il y a quelque temps. J'ai connu il y a 20 ans le décryptage du génome, et aujourd'hui, 20 ans après, on se rend compte, j'ai rendu un rapport cette semaine, que le génome n'explique pas tout. Donc c'est une institution qui est parfois décriée, mais où j'ai été heureux, que ce soit dans Même sur le rapport Cahuzac, vous avez été heureux de le faire? J'ai fait mon travail. Et je crois que ça a été un moment important, car la question à laquelle je devais répondre, c'était de savoir si l'État avait failli ou pas. Et le dernier point, c'est même pas un regret, quand j'ai dit non au président de la République pour être secrétaire d'État à la recherche et enseignement supérieur. Des questions que je voulais vous poser après ça. À la recherche et enseignement supérieur, je l'ai fait en conscience, parce que je pense que ce n'était pas un problème d'orgueil. Aucun regret de ne pas avoir un destin ministériel? Il y en a tellement qui en rêvent et à qui on ne propose jamais rien. On me l'a proposé, et ce n'est pas une coquetterie. J'ai expliqué au président de la République pourquoi j'avais refusé, parce que je pensais que ça mérite un ministère plein. Ce n'était pas un problème d'orgueil. Voilà, j'ai surmonté cela, et j'ai des relations avec le président de la République tout à fait satisfaisantes et cordiales. Sur votre activité parlementaire, quand même, le recours au 49.3 sur la loi travail et la loi en elle-même, par exemple, ce sont des éléments qui ont fait sortir les gens de gauche dans la rue plusieurs fois. Est-ce que des personnes qui ont voté Hollande en 2012 et qui se sentent trahis, est-ce que vous comprenez ça? Je peux vous dire deux choses le plus court possible. Pour certains à gauche, quand la gauche est au gouvernement, forcément elle trahit. Ah oui, quand on est au gouvernement, quand on est à l'exécutif, on doit passer des compromis. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, ça concerne le fonctionnement du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Moi, je comprends que dans un groupe, on puisse avoir une majorité, une minorité, des personnes, des collègues qui ne sont pas d'accord. Mais on vote. Et je considère que la minorité a pris en otage le groupe socialiste pendant des mois et des mois à l'Assemblée nationale, et quelque part a pris en otage l'Assemblée nationale. Et je le regrette profondément. Laurent Fabius, votre mentor en politique, était à Poitiers, vous l'avez dit lundi dernier, pour une conférence sur la diplomatie mondiale au secours de l'urgence climatique. Très franchement, j'y reviens, mais quand vous voyez un Laurent Fabius,
Ça vous a pas quand même démangé d'avoir de l'action au sein d'un gouvernement? Beaucoup de respect pour Laurent Fabius. Il a peut-être trouvé la sagesse maintenant. Pendant 8 ans, il va être président du Conseil constitutionnel. J'ai rarement vu une personnalité politique de cette intelligence et de cette fidélité. J'ai vu qu'il aurait voulu être prix de la paix. Il a eu une obsession à un moment de devenir président de la République. Il en avait toutes les qualités. Mais il a surmonté cela avec une grande intelligence. Et aujourd'hui, à la place où il est, je crois que dans le cadre de nos institutions, dans le cadre de la montée de tous ces populistes, une institution comme le Conseil constitutionnel peut apporter beaucoup de choses. Et je crois que c'est l'homme qui est à sa place aujourd'hui dans ses fonctions. En 20 secondes, pas de regret de ne plus être député l'an prochain? Mais j'ai une nouvelle aventure, c'est cette agglomération de Poitiers. Et j'ai voté le non-cumul, c'était nécessaire. Je ne vous demande pas la question sur votre successeur, je sais que je connais la réponse, vous ne voulez pas vous Non, je crois que c'est aux militants, dans la transparence, avec des règles précises. Qui éliront le candidat à votre succession début décembre. C'est la fin de cette émission. Merci Alain Claes d'avoir accepté notre invitation. Si vous souhaitez voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, sachez qu'il est d'ores et déjà en ligne sur notre site internet et sur l'application France 3 Régions dans l'onglet Vos JT. Alors la semaine prochaine, Dimanche en politique sera consacré aux rapports parfois conflictuels entre les journalistes et les politiques, n'est-ce pas Alain Claes, et aux difficultés pour la presse d'être indépendante en France. Pour cela, j'ai invité mon confrère Patrick Guilloton, auteur du livre qui fait beaucoup parler depuis quelques jours, depuis qu'il est sorti, intitulé La Princesse Royale, bien sûr pas encore, livre sur Ségolène Royal, et puis Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart, auteur du passionnant livre Main basse sur l'information. Pour leur place au journal de la mi-journée, à dimanche prochain.